Eh bien, bonjour. Je m'appelle Gérald Mongin et je suis délégué de Souvenirs napoléoniens dans le bloc Cévennes. Au nom du Souvenir napoléonien et du Cercle napoléonien de Montpellier, Jacques Alibert, Louis Lepic, je vous remercie d'être présent ce jour dans cette magnifique salle Pétrarque pour écouter Thierry Chauffat. Thierry Chauffat est maître en droit public, docteur en sciences politiques, maître de conférence à l'Université de Lorraine, membre du comité directeur du Souvenir napoléonien. Il préside le Centre d'études et de recherche sur le bonapartisme et depuis 2010, il préside aussi les Vosges napoléoniennes et organise des reconstitutions d'événements de l'épopée napoléonienne. Thierry Chauffat, c'est un infatigable reconstitueur, un conférencier prolixe, auteur de nombreux livres, entre autres sur la Bérésina, les Francs-Comtois et l'Empire, et si vous le voulez tout à l'heure, il vous en dédicacera en fin de conférence. Il organise aussi des voyages dans les pas de l'empereur, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Russie. Il est surtout un ami d'une fidélité irréprochable à la mémoire de l'empereur. Thierry, nous voulons maintenant t'entendre parler du maréchal Ney. Merci. Après ces compliments, je ne suis pas sûr qu'il faille donner pas aux applaudissements maintenant. Attendez, on ne sait pas. Ah, c'est pour Gérald. Ah, si c'est pour Gérald, ça va, oui. Alors non, si c'est pour Gérald, il n'y avait pas assez d'applaudissements. Là, vous auriez pu faire un peu mieux. Alors, merci Gérald, c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'abord de recevoir une invitation d'un délégué, surtout quand c'est un ami, pour faire une conférence sur un sujet napoléonien. Et on s'était mis d'accord pour présenter le maréchal Ney. Alors, le maréchal Ney, vous le connaissez tous, c'est-à-dire que c'est franchement, probablement, même 2 siècles après, un des plus connus de nos maréchaux de l'Empire. Si on demandait à la fois à un napoléonien, mais aussi probablement à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en histoire ou en histoire napoléonienne, si on lui demandait le nom de quelques maréchaux, il lui dirait Murat, Davout, et puis Ney. Voilà, en gros, on a tous quelques-uns, quelques autres en stock, mais parmi les 26 maréchaux de l'Empire, c'est probablement un des plus connus maintenant, et probablement aussi un des plus populaires, encore une fois, en remettant Murat, peut-être moins Davout, mais voilà, il fait partie de notre presque le podium de tête dans nos maréchaux. Alors pourquoi? D'abord parce que c'est... vous avez ici, vous le connaissez tous, hein, ce maréchal Ney. Voilà, il y a ça. Ce qu'on retient du maréchal Ney, il y a quelques épisodes, et en particulier, pour moi, il retient ces lettres de noblesse, pas simplement dans la campagne de Russie, mais surtout lors de la retraite. Ce que l'on retient de lui, on en parlera après, c'est quand, selon presque, et là c'est vraiment la belle illustration de Ney, hein, c'est le Ney qu'on voudrait voir, le Ney simple, qui est maréchal de l'Empire, hein, qui est duc, qui va être prince, qui a tout, absolument tout, comme titre de gloire et de noblesse, voilà, qui vient avec un simple fusil et qui, comme un simple fantassin, va ramener ses troupes qui ont été coupées, ses troupes d'arrière-garde, qui ont été coupées du reste de l'armée, et il va les ramener presque tous, en passant par les bois, en franchissant le Dniepr qui est gelé. Donc c'est ça, c'est celui qui, à pied, le fusil à la main, va ramener ses soldats auprès de Napoléon pour continuer la lutte. C'est ça probablement un des éléments de la popularité de Ney. Deuxième épisode qui fait que Ney est resté dans notre podium, est resté dans nos mémoires, c'est son exécution. Avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les batailles, toutes ces batailles qui ont fait sa gloire, de Mayence, d'Etchingen, de Borodino, de Waterloo, normalement, Ney aurait dû mourir sous les balles de l'ennemi, russe, anglais, prussien, autrichien, tout ce que vous voulez, mais il est évident que la logique veuille que lors d'une charge de cavalerie qu'il savait qu'il savait faire, Ney aurait probablement sombré un jour d'une grande bataille. C'est pas le cas. Voilà, malheureusement, vous connaissez la fin. Je suis désolé, hein, on a commencé depuis 5 minutes, vous savez déjà qu'à la fin il meurt. C'est pas... On s'en douterait quand même maintenant pour quelqu'un qui a 1769, mais néanmoins, on sait que malheureusement il meurt sous les balles françaises, et probablement aussi que cette exécution le 7 décembre 1815 à Paris, avenue de l'Observatoire, là où maintenant il y a une statue du maréchal, ça fait aussi beaucoup, malheureusement pour lui, mais ça fait aussi beaucoup pour sa popularité dès 1815.
Encore une fois, il est le seul maréchal, il y en a d'autres qui meurent sur le champ de bataille, hein, mais il est le seul maréchal de l'Empire à avoir été exécuté par un peloton d'exécution après une condamnation par la France. Voilà, donc ces deux éléments-là, la retraite et l'exécution, ces deux éléments font que Ney est resté souvent dans les cœurs et dans les souvenirs. Alors l'objectif que je propose, que Gérald propose, c'est lui qui a tout dicté, hein, enfin, c'est lui qui m'a dit tu fais ça et tu ne fais pas à côté. L'objectif c'est donc de vous présenter un personnage que l'on connaît à peu près pour essayer de recadrer sa vie. Alors déjà il est né comme empereur en 1769 et il est à Sarre-Louis, donc là vous avez ici sa maison natale. Pour ceux qui connaissent, donc Sarre-Louis, c'est en Sarre, donc actuellement en Allemagne. C'est en France à l'époque, hein. C'est Sarre-Louis, comme son nom l'indique, c'est la ville créée par Louis XIV, par Vauban d'ailleurs plus particulièrement, voilà, pour être une marche sur l'Est. Et cette maison natale existe toujours à Sarre-Louis, désormais en Allemagne, et c'est une auberge, un restaurant. Si vous entrez dans ce restaurant, c'est un véritable musée pour le maréchal Ney, il y a plein de gravures, plein d'objets, de documents, de drapeaux et autres. On n'a pas oublié Ney, y compris en Allemagne. Il y a même des monuments qu'on verra. On a la plaque, par exemple. Alors, vous avez la maison natale. Vous avez la plaque sur la maison natale du maréchal Ney, hein, qui résume un petit peu sa vie. Et voilà, donc encore une autre plaque. Ney dira en 1815, parce que c'est un des moyens de sa défense, son avocat, mais tous les avocats ne sont pas bons, son avocat m'a dit, pour vous sauver, pour éviter le peloton d'exécution, parce que on sent quand même que ça risque d'être l'issue, il suffit de dire que vous n'êtes pas français, puisque après 1815, Sarre-Louis et la région de la Sarre est reprise aux Français. Et Ney dira « Je suis né français, je veux mourir français ». Ça montre bien, parce que certains me disent « Ney, c'est pas… » Je rappelle que j'avais écrit ce livre, c'est l'éditeur qui m'avait demandé, qui me dit « On aimerait bien lancer une collection sur des généraux, des officiers ou des maréchaux de Napoléon en Lorraine. » J'aurais dit « On fait Ney ». Il m'a dit « Non, je vous ai dit un Lorrain et vous me proposez quelqu'un qui est allemand. » Non, Ney est bien né en France. Tous ses ancêtres, j'avais fait un petit peu sa géologie, tous ses ancêtres sont autour de Sarre-Louis, donc c'est un vrai français, et quand il dit je veux mourir français, je suis français, je veux mourir français, c'est le cas tout simplement parce que toute sa famille est de là. Et puis il est aussi parce que toute sa vie aussi, il a lutté sous le drapeau blanc d'abord, parce qu'il verra, il s'est engagé avant la Révolution, et ensuite sous le drapeau blanc-rouge. Alors quelques éléments sur son enfance. Son père, Pierre Ney, vous voyez que Pierre Ney meurt en 1826, c'est-à-dire 11 ans après la mort de son fils, et peut-être qu'on lui a caché la mort de son fils Michel. On en reparlera peut-être après. Il n'est pas totalement, il meurt âgé, il y a encore sa tombe à côté de Nancy. Et donc Pierre Ney est un maître tonnelier, il fait des tonneaux, ça arrive. Et ce tonnelier, on ne sait pas où il a appartenu à la milice de la ville de Metz, hein, donc un petit peu plus au sud, mais pas très loin, et il aurait combattu en 1757 dans les rangs français à la bataille de Rosbach. Moi je pense, on n'a pas de certitude, or, la bataille de Rosbach c'est une défaite française, hein, c'est une bataille extrêmement rapide, il ne se passe pas grand chose, mais les Français sont battus dans cette bataille, dans cette campagne, mais on sait que Pierre Ney y est. Et on peut imaginer, alors il y a d'autres personnages dans la famille qui sont soldats, qui sont sous-officiers. On peut imaginer que les histoires que raconte Pierre Ney à son fils, on a toujours un petit peu tendance à enjoliver les choses, que ce que raconte Pierre Ney à son fils, lui fait aimer l'armée, lui fait aimer la liberté, lui fait aimer la conquête. Et probablement que tout jeune, on verra, en tout cas lui-même se persuade qu'il est fait pour être soldat. Alors, je pense que ce petit épisode extrêmement rapide du père dans la milice et ensuite dans une campagne, même si c'est rapide, ça implique des choses par la suite. Voilà, donc l'acte de décès de Pierre Ney, donc il meurt en 1926 dans un petit village à côté de Nancy. Et maintenant, on va voir la jeunesse. Alors, je vous ai dit, il est né en 1769 comme Napoléon. Mais ils ont deux parcours totalement différents. Ils ont d'abord deux familles totalement différentes. Hein, une du sud, une du nord. La famille Bonaparte, qui est
père ici, puisqu'il meurt à Montpellier, qui est une petite noblesse corse. La famille de Ness, ce sont des petits artisans. Alors c'est une famille modeste. Ils ne sont pas pauvres, hein, loin de là, mais ils n'ont pas une aisance financière. Ils ne sont pas nobles et ils n'ont aucun espoir de voir leurs enfants entrer dans une école militaire où on va faire le jeu d'Apollon Bonaparte par la suite. Pierre Ney aimerait que son fils aîné, Jean-Baptiste, reprenne, ce qu'il faisait tout le temps, reprenne l'artisanat paternel et devienne tonnelier. C'est à peu près ce qu'il commence à faire, et puis la Révolution française arrive. Jean-Baptiste, donc le frère aîné, va s'engager comme volontaire national. On voit déjà, je suis désolé de vous le dire à vous, mais dans cette région du Nord-Est, on est un peu plus patriote que vous. Je suis désolé de vous le dire, je suis méchant quand je commence comme ça, mais il y a un aspect patriotique. Ça va t'es du Nord-Est, on te prend comme ça. Ah oui, ils ne le savent pas. Mais c'est normal, les invasions viennent quand même toujours par le Nord-Est, ils prennent toujours le même chemin, donc l'aspect patriotique il est plus fort, et donc il y a un nombre de Lorrains, de Franc-Comtois, d'Alsaciens évidemment, qui s'engagent dans les volontaires nationaux dès le début de la Révolution. C'est le cas du frère du futur maréchal, qui s'engage comme volontaire et qui va mourir en 1799 à la bataille de la Trébia, en Italie. Donc voilà, premier fils, il officie avec le capitaine, le premier fils n'a pas repris vraiment les tâches paternelles. Tout un petit peu seulement. Le deuxième c'est Michel Ney, et là les parents nourrissent beaucoup d'espoir pour lui, beaucoup d'ambition, et ses parents voudraient en faire un employé. Comme disait Coluche, voilà, c'est le fonctionnaire, c'est l'espoir de demain, enfin, on veut en faire quelqu'un qui sait écrire, qui va travailler dans un bureau, donc qui ne sera pas un artisan comme le père, qui risque peut-être, pourquoi pas, de commencer une progression sociale. Elle est toujours très lente sous l'Ancien Régime, mais on peut imaginer par la suite le fait de faire un petit peu d'instruction, le fait de savoir écrire, le fait d'arriver dans certains bureaux, certaines administrations, pour aider la famille. Donc déjà, il va commencer par suivre des études au collège des Augustins, qui est la meilleure école de Saint-Louis. Il apprend le sait à lire, à écrire, à compter, en français, en latin, en allemand. Il va acquérir, je pense, une bonne base de culture, des mathématiques, de la rhétorique. Tout de suite, quand on imagine le maréchal Ney, c'est le fonceur, celui qui n'a pas de tête, qui n'a pas de cervelle. C'est exactement l'inverse. Il a vraiment une vraie instruction, très jeune, et voilà, c'est pas du tout l'image qu'on a, ni d'un maréchal, et peut-être encore moins d'un maréchal de cavalerie comme peut être Ney. Mais vraiment, on voit qu'il a une vraie instruction, il écrit très bien, latin, français, allemand, sans aucune difficulté. Voilà, donc c'est vraiment l'image inverse de ce que parfois on l'a. On sait qu'il est très lettré, le maréchal Ney, qu'il écrit parfaitement bien. On a des lettres de lui où c'est très bien écrit. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fini ses études, qui finissent beaucoup plus tôt que maintenant, on va chercher un travail, et les parents de Michel vont le faire embaucher par un notaire local qui s'appelle Valette, et donc il va être employé aux écritures, en gros clerc de notaire. Il va franchir différentes fonctions très rapidement. Voilà, en gros, il est clerc de notaire il a 14 ans, il ne faut pas imaginer qu'il a 20 ou 25 ans. À 14 ans, il est embauché comme clerc de notaire. Il étudie un peu le droit, en même temps d'ailleurs, et ça ne passionne pas. On ne peut pas dire que ni les écritures ne le passionnent, ni le droit, on peut comprendre d'ailleurs. Voilà, c'est pas trop son truc. Il va quitter l'étude de notaire très vite, et il devient commis du procureur du roi de Saint-Louis. Mais on reste à peu près dans les mêmes fonctions, un peu juridiques. C'est des fonctions qui lui paraissent bien ternes, trop studieuses pour lui. Et donc à 15 ans, il quitte le parquet et il se trouve il aimerait bien ne rien trouver d'ailleurs, il aimerait bien un peu d'aventure quand vous avez 15 ans. Et donc c'est le père qui lui trouve une nouvelle place, pareil, toujours aux écritures. Il est vraiment attaché à ça, contre son gré. Et le père lui trouve une place de secrétaire aux mines de cuivre, d'argent et de plomb du Pays de Wheler, qui est un petit village, une petite mine qui se trouve toujours dans la Sarre, donc juste à côté de Saint-Louis. Évidemment, vous comprenez que ça ne lui plaît pas. Donc Ney va rester un temps dans cette manufacture, il va ensuite, dans cette mine, il quitte évidemment assez vite cette place, au bout de quelques mois. Il va ensuite être embauché comme commis dans une forge qui se situe
situe pas très très loin, toujours commis aux écritures, c'est encore un adolescent, hein, il a 16 ans, et bon, ça ne lui plaît toujours pas évidemment, c'est même pas la peine de vous le dire à chaque fois, on peut faire un copier-coller. Vraiment, il se voit toute sa vie derrière un bureau, avec une plume, à remplir des papiers, même s'il écrit bien, pour lui, il y a une soif d'aventure, il y a une soif d'espoir de faire autre chose. C'est déjà autre chose hein, par rapport à son père qui est tonnelier, mais voilà, il ne se voit pas faire ça. Il va assurer la surveillance de la forge pendant un certain temps. Il reste 2 ans quand même dans cette forge. Extraordinaire. Hein. Vous pensez qu'il est resté quelques mois chez un notaire, quelques mois chez un procureur, et puis dans les mines. Prouesse, il reste presque 2 ans, mais décidément, c'est pas sa voie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Les parents qui continuent dans ses écritures. Vous imaginez un maréchal Ney, enfin un Michel Ney qui serait resté commis aux écritures, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Eh bien non, parce qu'il va bientôt avoir 20 ans, ses emplois successifs ne lui ont rien donné, en tout cas pas de plaisir de travailler comme ça. On note quand même une petite progression, hein. On voit que depuis entre 14 et 20 ans, presque 20 ans, voilà, c'est devenu un homme de confiance de M. Besson, qui est le propriétaire de cette forge. Mais c'est tout, on le voit mal progresser beaucoup plus que ça. Et il ne se voit pas rester clerc de notaire toute sa vie. Quand vous avez 20 ans, que votre père vous a raconté une campagne, même malheureuse, même un échec, voilà, il se voit bien sur un cheval, il se voit bien avec un uniforme, et il se voit bien guerroyer contre, peu importe d'ailleurs, de toute façon un Allemand, un Autrichien ou un Hollandais, pourvu qu'on puisse se battre, pourvu qu'on puisse montrer un petit peu une certaine prouesse. Et donc, il rêve de grands espaces, de conquête, de faits d'armes, de bravoure, de gloire. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Metz, quelques dizaines de kilomètres, et il va s'engager. Nous sommes le 6 décembre 1788, donc il a presque 20 ans. Un mois après, il va avoir ses 20 ans, et il va s'engager au régiment qu'on appelle le régiment colonel général des Hussards, qui tient garnison à Metz. Intéressant cet engagement parce qu'on a le document qui montre l'engagement de Michel Ney dans ce régiment. Donc, encore une fois, il a 20 ans, un mois près. C'est un grand gaillard. Le document le dit, il fait 1m76. Pour ceux qui parlent le langage de l'époque, 5 pieds, 5 pouces, 4 lignes. Ça ne donne pas grand-chose de plus. Hein. Donc 1m76, c'est beaucoup à l'époque. Hein. C'est pas un géant, mais c'est déjà quelqu'un d'une très grande taille. Hein, on sait que la moyenne, c'est plutôt 1m60. Donc on fait 1m76, un petit mètre 60 d'ailleurs. Qu'on fait 1m76, c'est déjà un grand gaillard. Voilà. Et puis, on le sait, pour sa description, on l'a vu, et on va le revoir là. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas un portrait fait en 1788. Personne ne songe à dessiner un simple soldat qui s'appelle Michel Ney. Donc ça, c'est une reconstitution ensuite. Mais on le voit ici en hussard. Donc les cheveux ronds, hein, encore une fois, on l'appellera l'Arrougeau. La tomate, c'est à cause de ses cheveux ronds, on le voit un petit peu sur le portrait. Les yeux bleus, minces, musclés, d'une forme assez athlétique, 1m76. Voilà. Donc il a tout pour être un soldat, d'ailleurs lui, il le pense, son père lui a expliqué ce qu'était un soldat, il se voit bien dans cet uniforme, pour faire la même chose mais en mieux que son père. Donc voilà, il entre dans ce régiment, nous sommes encore sous l'Ancien Régime, et pendant 2 ans, alors il ne va pas végéter. Il ne va pas franchir de grade, mais encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas noble, que sa famille n'a ni bien, ni titre de noblesse, donc il sait très bien, en s'engageant dans l'armée, aller au maximum, il va devenir sous-officier. Il va finir sa carrière comme sous-officier, mais pas plus. Mais il va utiliser, et c'est important pour la suite, il va utiliser ces 2 années de formation pour apprendre. C'est fini les études, alors pas totalement, parce que quand vous avez quelqu'un qui s'engage comme hussard, à 20 ans et qui sait très bien lire et écrire et compter, qui a fait de la comptabilité, qui a fait un petit peu de droit, évidemment on va l'utiliser. Il va par exemple être affecté auprès du quartier maître du régiment, il va devenir brigadier fourrier à partir de la Révolution. Donc voilà, on utilise quelqu'un qui sait écrire. Mais lui, il va surtout apprendre pendant ces 2 années avant la Révolution, avant 91, il va utiliser ce temps pour apprendre d'abord la discipline. Ça, il n'a pas tout retenu, hein. La discipline, c'est pas son fort, hein, jusqu'à la fin. Mais aussi l'escrime, l'équitation.
et il va vraiment avoir des prouesses dans ce domaine-là par la suite. Donc ces 2 années où il ne progresse pas, il n'a pas de grade, sont quand même 2 années importantes pour la suite de sa carrière. Parce que lorsqu'arrive la Révolution, ce sont ces gens-là qui ont, comme lui, un peu d'instruction, qui probablement savent bien parler, qui ont une stature qui physiquement montre qu'on peut les suivre, et puis qui connaissent les rouages de l'armée, qui connaissent les uniformes, qui connaissent la discipline, qui connaissent les termes militaires, qui savent se battre. C'est ces gens-là qu'on va élire comme officier assez vite. Et donc, il commence petit. Hein, je vous dis, au bout de 2 ans, il est nommé brigadier fourrier. Alors, au 5e régiment de hussards, c'est le même régiment, mais qui a simplement changé de nom à la Révolution. Et puis, il va quitter Metz pour Douai, mais toujours dans le même régiment. Donc, encore une fois, avancement lent pour l'instant, mais comme c'est un avancement d'Ancien Régime, c'est tout à fait logique. En revanche, ça va lui être utile, il est bon cavalier, je vous l'ai dit, et puis c'est un excellent sabreur. Petite anecdote, nous sommes tout au début, nous sommes en 1791, tout au début de la Révolution, et vous savez que les régiments, voilà, il y a des petites rivalités entre les unités, entre les cavaliers et les fantassins, entre les chasseurs, les carabiniers et les hussards, et ça arrive à Douai lorsqu'il arrive lorsque le régiment de hussards arrive, il y a une petite rivalité entre le régiment de hussards et un régiment de chasseurs, et au lieu de faire se battre tous les chasseurs contre tous les hussards, on désigne chacun dans son régiment le champion qui va affronter le champion de l'unité adverse, concurrente, rivale, dans un duel, montrer qui a raison. Et évidemment, ça ne surprendra pas que les hussards vont désigner leur brigadier fourrier Michel Ney pour affronter. Donc ça montre déjà qu'il est probablement assez bon en escrime, et ils vont le désigner pour affronter le champion des chasseurs. Champion des chasseurs qui en plus lui est un maître d'armes. Vous voyez que ça va être son niveau. Et très vite, d'abord il y a un premier duel qui est stoppé tout de suite. Le colonel du 5e hussard intervient et fait emprisonner Michel Ney, en disant le duel est interdit. Ça ne plaît pas, évidemment. Les officiers, sous-officiers, soldats du 5e viennent voir le colonel en disant c'est pas de sa faute, on l'a obligé. Il ne voulait pas se battre, il ne voulait pas faire un duel, mais quand même, il fallait laver la fronde, on fait les chasseurs. Et donc le colonel est indulgent, et dit allez, c'est bon, on libère Michel Ney. Vous connaissez la suite. On libère un soldat parce qu'il était désigné par les autres pour faire un duel. Dès qu'il est libéré, évidemment, probablement, on ne sait pas, mais probablement que le chasseur a aussi été représenté de son côté. Les deux se retrouvent, entourés des sous-officiers du régiment. Ils vont commencer enfin leur duel, et en un seul geste, il va blesser gravement son adversaire, qui était, comme je le dis, plutôt déjà maître d'armes, et ce maître d'armes va être estropié pour la vie en une seule estocade. Donc on voit déjà que Ney, il n'a pas montré beaucoup de qualité pour l'instant sur un champ de bataille, je ne l'ai pas vu. Mais déjà, au moins dans un duel, il montre au moins sa prouesse en escrime. Donc il a une très solide réputation de bretteur dès ce moment-là. La Révolution arrive, elle est déjà arrivée en 1991, on n'a pas vu beaucoup, on n'a pas vu faire grand-chose, mais je vous l'ai dit, il a tout pour lui. Il a tout pour devenir officier, et en quelques semaines, mais là aussi, c'est pas extraordinaire, c'est banal presque. Il va accumuler les grades, il va être nommé maréchal des logis le 1er février 1992, maréchal des logis chef 2 mois après, et adjudant le 14 juin suivant. Donc vraiment, encore une fois, si vous dites ça maintenant en 2018, c'est extraordinaire. On le sait à l'époque, voilà, on peut multiplier les exemples, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il va combattre en Belgique, vu que son régiment est parti sur Douai, et très vite, parce que pour l'instant, il n'a rien fait. Il est adjudant, mais on n'a pas encore vu sur le champ de bataille. Très vite, il va s'illustrer sur le terrain des opérations, et il va être nommé sous-lieutenant en octobre, puis lieutenant 7 jours plus tard. Donc, quand vous êtes nommé sous-lieutenant et lieutenant 7 jours après, on ne peut pas considérer que c'est pour vos exploits, c'est un avancement, une promotion extrêmement rapide. Encore une fois, c'est logique, mais c'est quand même un petit peu révélateur de sa capacité. Donc on dit voilà, on commence maintenant à le trouver comme lieutenant d'abord, comme aide de camp du général Lamarche, et nommé élu, parce qu'on dit encore élu capitaine, en avril 1794. On le retrouve sur le champ des opérations, il va en partie lui combattre à
Fleurus. Il est remarqué par un général alsacien, le général Kléber, hein, que vous connaissez tous, en particulier alors, pour ses opérations sur l'armée du Rhin, mais aussi après sur l'Égypte. Et l'Alsacien comprend que le capitaine Ney est un véritable meneur d'hommes. C'est ça qui révèle Ney. Je pense que s'il fallait qualifier Ney maintenant, en 94, un petit peu avant déjà, mais jusqu'en 1815, c'est un chef de bande. Globalement, c'est un mercenaire, enfin pas mercenaire, c'est un franc-tireur, donc il faut lui donner 200, 300, 400 bonhommes, il est excellent. Quand vous donnez un corps d'armée, il y a plus de difficultés. Mais dès 1994, on le voit bien. Son truc, ça va être de faire des opérations, en gros, c'est un chef de commando. S'il faut qualifier, c'est ça, c'est un chef de commando, avec quelques dizaines de cette tonnes de bonhommes, il va faire des embuscades, il va capturer des convois, il va surprendre l'ennemi là où on ne l'attend pas, il franchit des rivières, des bois, et il tombe sur le doublé. C'est vraiment ce qu'il adore faire. Quand je vous ai montré tout à l'heure le nez avec son fusil à la main, nous sommes en 1812. Globalement, en 1812, il fait pareil qu'en 1994. Hein. C'est à peu près la même technique. C'est-à-dire vraiment, c'est pas avancer avec 20 000 hommes, c'est avancer avec 200 et puis arriver à surprendre l'ennemi parce qu'on est très mobile et c'est vraiment ça. Donc voilà, on pourrait multiplier les exploits, il va capturer un convoi de prisonniers, enfin, c'est vraiment son truc là. Hein. Et puis enfin, il est nommé chef de brigade, ce qui est l'équivalent de colonel, toujours sous les ordres du général Kléber. Décembre 1994, parce que là pour l'instant, cette année, il a quand même déjà pas mal combattu. Décembre 1994, il est gravement blessé par une balle qui va traverser le bras gauche. Encore une fois, toujours dans une embuscade. Hein. C'est terrain d'opération, c'est champ de bataille, lui, c'est ça. Et donc, il va réussir à sortir du guet-apens. Et les chirurgiens songent à l'amputer. Vous imaginez, si on avait amputé Michel Ney en décembre 1994, c'est fini hein, sa carrière. Hein. Donc là, lui, il refuse. Il refuse catégoriquement. Et donc, le chirurgien se laisse s'apitoyer. C'est pas si nombreux que ça, les chirurgiens qui s'apitoyent en ne va pas amputer. Hein. On le sait, sous l'Empire, c'est l'opération la plus simple pour éviter la gangrène. Donc là, le chirurgien accepte. On est en hiver aussi, hein. Peut-être qu'en été, on l'aura amputé peut-être plus facilement, peu importe. Et donc, en récompense de ses services, l'État, les commissaires, lui propose le titre, le grade de général. Et il va, c'est Bernard de Thionville, hein, qui représente aux armées, qui lui propose le grade de général, et il refuse. Alors vous allez me dire, quand même, refuser un grade de général, ça ne se fait pas. Quelle modestie, cet homme-là. Oui, évidemment, il est modeste. Il y a d'autres explications quand même que ça. Alors lui dit qu'il ne le mérite pas. Deux explications. Première explication, c'est que c'est un chef de bande. Mais je ne vois pas en général chef de bande à continuer avec 300 bonhommes à tomber sur le dos de l'ennemi. Ça ne se fera pas. Donc il préfère rester colonel, faire chef de brigade. Et puis une deuxième explication. Sauf à 1994, certes, Robespierre est tombé, mais on fait plus facilement tomber la tête d'un général que la tête d'un colonel. Donc on se dit, il y a comme des risques de devenir général, d'être en vue. Il suffit qu'on fasse une opération qui échoue, et puis voilà, la tête tombe. Il va y avoir un bras en moins. Si en plus la tête. Alors là, le bras c'est déjà pas bien, mais la tête qui tombe après la carrière, en général c'est fini. Hein, il n'y a plus beaucoup d'espoir derrière. Donc il refuse d'être général, ce qui n'est pas si fréquent que ça quand même. Et l'État revient régulièrement. On a la nomination. Oui, donc là, lorsqu'il est déjà général, il a été nommé général, on le voit ici, général de division déjà. Donc il sait s'apitoyer après, on revient régulièrement en disant vous méritez des généraux, donc il accepte. Et il est nommé général de brigade à seulement 27 ans. Ce qui n'est pas non plus exceptionnel, hein. On ne va pas reprendre du Bonaparte ou d'autres, mais voilà, c'est une très belle progression pour quelqu'un qui a commencé comme ça à 20 ans. Faire ça en 7 ans, c'est pas à la portée de tout le monde, mais voilà, encore une fois, il est un général parmi d'autres. Et puis, petite chose qui lui arrive, c'est qu'en avril 1997, il est fait prisonnier au passage du Rhin, encore une fois, lors d'une embuscade, hein, c'est son truc. Et il a de la chance, parce que fait prisonnier, il est échangé au bout d'un mois. Et il retourne à l'armée du Rhin et il poursuit ses rêves. De la même manière, avec la peau générale, il revient à peine de la captivité. Il continue, en gros, ses commandos, ses attaques surprises, avec en gros une centaine de cavaliers, 100, 200, pas plus. Il tape sur les convois, contre les villes, contre les camps ennemis. C'est vraiment, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans un commando.
Et en particulier, nous sommes le 25 janvier 1998, il va s'emparer de Mannheim avec 150 soldats, 150 cavaliers, sans combattre, mais simplement en menaçant de s'emparer des forces de la ville. Il arrive et dit, j'ai une armée avec moi, là ça fera mieux encore, Stettin, hein. Mais il dit, j'ai une armée avec moi, si vous ne vous rendez pas, c'est pas tous au fil de l'épée. Et donc en face, on dit, puis il a une réputation quand même, hein. Donc on se rend, et on se rend compte qu'il a 150 bonhommes avec lui, mais ça suffit. Tu vois, c'est bien dans l'esprit de Ney. Et puis enfin, je dis enfin parce qu'on va passer ensuite à une rencontre, le 28 mars 1999, Michel Ney est élu général de division. Nous sommes là maintenant sur le haut, il fait partie vous savez, hein, il y a 2200 et quelques généraux de la Révolution et de l'Empire, il a des 1200, voilà. Mais quand même, là, on commence à le connaître. Il est sous les ordres de Masséna, il combat en Suisse, hein, c'est la campagne d'Helvétie. Il est blessé à la cuisse, il va être souvent blessé, mais c'est normal, c'est un chef de bande, donc il n'est pas, son truc c'est d'avoir son bonhomme avec lui, donc évidemment dans un raid, dans un commando, vous savez ce que c'est. Et puis il doit se soigner, et il va se soigner il va prendre un peu de repos dans une maison qu'il a achetée, la Malgrange, qui est un grand domaine à côté de Nancy, et il va s'y installer. Très petite convalescence, et c'est lui qui demande à rejoindre l'armée du Rhin. C'est pas un homme qui n'était pas fait pour les écritures, il n'est pas fait pour se reposer non plus. C'est pas son truc. Qu'on lui propose de se reposer de toutes ces blessures qu'il peut avoir, il va aller à Plombières pour prendre les eaux, mais ça n'intéresse pas. Donc il faut monter sur son cheval et il faut repartir à l'assaut. Donc il va repartir sur l'armée du Rhin. Vous noterez que jusqu'à présent, ce maréchal Ney, enfin ce futur maréchal Ney, n'a combattu qu'un petit peu en Belgique, et puis sur l'armée du Rhin, hein, sur en gros le nord-est de la France, sur le côté de la frontière, ça dépend des succès des uns et des autres, la Suisse, mais c'est tout. Et il n'a surtout pas fait toutes ces campagnes, toutes ces batailles que nous connaissons bien quand on suit Bonaparte. Il n'est pas à la première campagne d'Italie, il n'est pas, donc les Arcole et Rivoli, vous en avez, il n'est pas en Égypte, il ne suit pas Bonaparte en Égypte, il ne fait pas partie de son groupe, hein, il ne le connaît pas. Pour l'instant, il ne connaît pas Bonaparte, et Bonaparte ne le connaît pas. Il n'a jamais été sous ses ordres, ils n'ont jamais fait une campagne ensemble. Il ne rencontre pour la première fois le général Bonaparte qu'en 1801. En 1801, Bonaparte est déjà premier consul, et donc les deux hommes, évidemment, ils se connaissent de nom. Ney a appris ce qui se passait en Italie, et probablement Bonaparte suit de temps en temps des exploits de ce chef de bande qui est Michel Ney, mais ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais échangé une seule lettre. Il faut vraiment attendre 1801, et 1801, Ney est considéré, alors pas comme un ennemi de Bonaparte, c'est pas vrai, mais d'abord comme quelqu'un qui n'est pas du tout du clan de Bonaparte, et qui serait au contraire plutôt du clan de Moreau. Moreau qui lui a combattu sur le Rhin, et donc s'il fallait classer les uns et les autres, on classerait Ney parmi les proches du général Moreau. Or Moreau est un rival de Napoléon en 1801. Bonaparte a besoin de lui. Il a besoin de lui pour la raison que je viens d'évoquer, c'est que Bonaparte veut mettre ces gens à lui, ceux qu'il connaît bien, ceux qui l'ont accompagné en Égypte, ceux qui l'ont accompagné en Italie, mais il ne peut pas mettre à la tête de l'État, à la tête de l'armée, des armées, que des gens qui ont combattu avec lui. Donc il a besoin de temps en temps d'appui chez ceux qu'on appelle, c'était dédaigneusement les messieurs du Rhin, ceux qui ont suivi Kléber d'abord, Pichegru et Moreau, et voilà, ceux qui n'ont jamais été tentés d'aller du côté de Bonaparte. Et donc Bonaparte commence à faire des approches auprès de Ney. Il va d'abord le nommer commandant général de cavalerie, l'homme sur le camp en 1801, le 24 juillet 1801, et ensuite Bonaparte va lui faire épouser. Bonaparte est une agence matrimoniale à lui tout seul. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un à marier, une fille à marier, il la repère, et ensuite il va trouver un bon parti du côté du militaire ou du civil, peu importe. Voilà, s'il fallait faire la liste de tous ceux qui ont été mariés par Bonaparte, directement ou indirectement, on en aurait pour longtemps. Donc Bonaparte va le faire, parce que c'est vraiment lui qui fait la liaison. Bonaparte va lui faire épouser une jeune fille, en août 1802, mais c'est rapide, donc Aglaé-Louise Aubier, qui est une amie d'enfance d'Hortense de Beauharnais. Et par ce mariage, qui sera un vrai mariage d'amour après, hein, pas au début, on présente les deux, voilà, toi tu épouses cette fille, toi tu épouses ce missionnaire, voilà, on n'en parle plus. Ça va à peu près comme ça. Hein.
Mais ça sera un vrai mariage d'amour entre les deux. Il y aura vraiment une fidélité d'elle à lui. On va pas faire l'inverse. Voilà, c'est vraiment un vrai couple après. Mais c'est aussi une manière pour Bonaparte de mettre ce Michel Ney dans son clan. Certes, il appartient au clan de Moreau pour l'instant, mais en lui faisant épouser une amie d'Hortense de Beauharnais, il a toutes les chances d'arriver dans le groupe de Bonaparte. C'est aussi comme ça que pense le premier consul à ce moment-là. Et donc à partir de ce mariage, je vais presque dire c'est la dot de la mariée, Ney va recevoir quelques titres. Il va être nommé un emploi purement civil, juste après le mariage, puisqu'il va être envoyé en Helvétie, qu'il a connu lors de la campagne de 99, mais en réalité, cette fois-ci non plus de militaire, mais de ministre plénipotentiaire auprès de la très jeune République helvétique. L'objectif, c'est de relier, d'allier même la Confédération, la Suisse, à la France, ce qui débouchera sur l'acte de médiation de 1803. Donc on peut dire que Ney, il est un de ceux qui vont emmener la Suisse du côté français pacifiquement. Les Suisses, on ne peut pas faire autrement pacifiquement, parce que je ne veux pas faire une guerre contre la Suisse, vous imaginez pas quand même. Et donc, c'est Ney qui va emmener Bonaparte comme médiateur de la Confédération helvétique en 1803. Donc il y a quand même un travail, en gros un travail de diplomate, qui n'est pas sa nature profonde, Ney, la diplomatie, c'est pas son truc. Lui, c'est foncer droit devant. S'il y a quelqu'un, c'est pas vraiment ce qu'on demande à la diplomate. Mais il arrive globalement. Et puis en 1803, une fois que l'affaire est faite, une fois que la Suisse est amarrée avec la France, et il remet ses bottes de général et il va commander un corps d'armée, le 6e corps d'armée, qui est au camp de Boulogne et qui doit se préparer sa formation pour envahir l'Angleterre. Vous savez qu'à l'époque, le tunnel, ça, donc ça ne marchera pas, mais voilà, on le prépare. Il est quand même un de ses chefs de corps qui doit envahir l'Angleterre. L'Empire est proclamé en 1804, et le lendemain du sac, Napoléon va promouvoir 18 maréchaux, dont 14 actifs, et alors dedans, vous connaissez, il y a les 14 et les 4, les 14 actifs et les 4 honoraires. Dedans, il y a des fidèles. Vous avez Berthier, bras droit, vous avez Murat, vous avez Lannes, vous avez Masséna, mais il y a aussi le général Ney. Et là aussi, la nomination de Ney, c'est presque la récompense d'un ancien du Rhin qui a rallié le camp Bonaparte, de serait-ce que par son mariage, et qui honore aussi ceux qui n'ont pas toujours été avec Bonaparte. Donc le voici maintenant, il a 35 ans, et le fils du tonnelier, on le voit aussi en grande tenue de maréchal de l'Empire. Donc le fils du tonnelier de Sarrelouis accède enfin à la haute dignité, et d'ailleurs il va assister au sacre de Napoléon. Il fait partie de consécration, il fait partie de ces 18 qui ont leur bâton de maréchal. Il est à la tête du 6e corps d'armée, et puis il va participer à la campagne de 1805, pendant qu'on se prépare à envahir l'Angleterre, en tout cas à essayer de franchir la Manche. L'Autriche et la Russie s'allient et commencent à progresser du côté de la Bavière qui est notre allié, donc on fait un demi-tour. Ce sont les 7 torrents qui, depuis Boulogne, vont aller combattre sur l'Est. Et donc, Ney, ça lui convient, parce que c'est la vitesse, il retrouve encore le même maréchal, il retrouve ses fonctions de chef de bande, il faut faire vite, il faut se précipiter avec son corps d'armée, il va le faire, il va franchir le Rhin, il va battre les Autrichiens à Elchingen. Nous sommes un petit peu avant Austerlitz, nous sommes le 14 octobre, à quelques jours près, on est sur un anniversaire. Il va participer à la prise d'Ulm. Il n'est pas Austerlitz. Ney n'est pas Austerlitz à ce moment-là, puisque Napoléon lui a demandé de s'emparer du Tyrol. Donc, comme il n'y a pas de ton d'ubiquité, il ne participe pas à une des grandes batailles de l'Empire. En revanche, en 15 jours, il arrive, ce qui n'est pas évident, il arrive à pacifier et à occuper totalement la province autrichienne. Voilà, ensuite, vous avez ici une plaque, c'est ce qu'on appelle le trou de Ney. C'est comme ça. Arrêtez de vous horripiler après. Donc, si vous commencez déjà à vous offusquer sur le trou de Ney, vous allez voir. Donc, c'est le trou de Ney, donc cette plaque qui rappelle des endroits de la bataille d'Elchingen en 1805. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai dit, il est à Ulm en 1805. Et par la suite, donc, il va être, après, aux différentes batailles que vous connaissez, donc on va peut-être pas toutes les détailler, il est à Iéna, il participe activement à la bataille de Iéna. Oui, il participe activement à Iéna,
il fait des belles prouesses, c'est une belle charge de cavalerie, mais comme souvent, il a une impatience légendaire et ça va lui coûter la victoire. Il fonce dès qu'il veut foncer, même si c'est pas le temps, même si Napoléon aimerait bien qu'il le fasse plus tard et que c'est un peu précipité, mais il fonce. Ça, j'ai l'impression de vous raconter la fin avec Waterloo, mais c'est à peu près ça. Donc c'est un fonceur qui est à Iéna. Il va retrouver ses missions de jeunesse après Iéna, parce que c'est la poursuite des Prussiens jusqu'à Berlin. Et donc avec quelques cavaliers, là c'est parfait, c'est comme la salle en hussard. Je vous rappelle que Ney a commencé comme hussard. Et donc ça se rappelle très bien sa jeunesse. Voilà, il fonce et récupère tout ce qu'il peut récupérer, des convois, des hommes, voilà, il fait des centaines, des milliers de prisonniers. Ça, je m'imagine dans la tête de Ney, c'est un rêve. Arrive d'abord, c'est une vengeance de Rosbach, où son père s'est battu 50 ans avant. Et puis voilà, on l'imagine à la tête de ces cavaliers, raflés, pour ceux qui ont connu 1940, c'est la même chose à l'envers. Donc dès qu'il y a un soldat prussien qui traîne, dès qu'il y a même parfois une ville, dès qu'il y a une unité qui voit un hussard français, on se rend tout de suite. Voilà, donc il va vraiment acculer les prisonniers, prendre des places fortes. Magdebourg, par exemple, lorsque Ney arrive à Magdebourg, il prend 800 pièces d'artillerie et 23 000 prisonniers. C'est Ney, ça. Alors c'est pas que Ney, c'est vraiment la période qui veut ça, la salle va faire la même chose, à peu près dans le même temps. 1807, il continue, on est dans la poursuite après Iéna, c'est contre les Russes. Est-ce qu'il reste des Prussiens? Il ne reste pas beaucoup. Et donc il arrive à Eylau, il arrive en retard sur le champ de bataille, il a aussi pas mal de chemin à faire, mais il arrive en retard, et en revanche, il va emporter la décision en chargeant l'ennemi. Voilà, donc il a vraiment toute une série de victoires, toute une série de campagnes. Friedland, il est encore évidemment en Friedland. Napoléon va l'envoyer avec de l'infanterie pour prendre la ville de Friedland, et grâce à son élan, les soldats vont prendre la ville. Et Napoléon dira, cet homme est un lion. Il le dira à d'autres, il le dira au maréchal Mouton, enfin au futur maréchal Mouton, il dira, mon mouton est un lion, mais là il a dit avant à Ney, cet homme est un lion. Évidemment, une fois que la victoire est acquise, une fois que les Russes ont fait la paix avec les Français à Tissas, vient le temps des honneurs, vient le temps des promotions, des grades, et ça ne compte pas pour le maréchal Ney. Alors, pas en titre militaire non plus, après une fois qu'on est maréchal, il n'y a plus rien, mais il va recevoir beaucoup de biens. Il reçoit en particulier une rente de 600 000 francs, ce qui est une somme énorme. Donc une rente de 600 000 francs, il devient duc d'Elchingen, victoire qui était une victoire personnelle. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Pour les maréchaux, des titres qui sont liés à une vraie victoire personnelle sous l'Empire. Or là, Elchingen, c'est 1805, c'est une vraie victoire sous l'Empire. Donc c'est pas si fréquent que ça pour tout le monde, même si on a, il y a aussi quelques petites choses, mais là c'est vraiment une victoire personnelle. Et c'est pas une victoire personnelle de Masséna. Napoléon n'est pas loin. Ensuite, il va être en Espagne et au Portugal. La situation est difficile, les mouvements sont pénibles, on ne va pas trop insister, mais pour Ney, c'est aussi pénible. Parce que Ney, c'est encore une fois, je reviens dessus, c'est un chef de bande, il est très autonome, il n'aime pas ses chefs, il n'aime pas la hiérarchie, il n'aime pas le commande, et surtout pas, quand c'est Napoléon, ça va à peu près. À peu près. Mais quand c'est un autre maréchal, il ne comprend pas pourquoi ça serait à Soult ou à Lannes de commander. Il se fâche avec tout le monde et il boude. Mais beaucoup de mauvaise volonté à obéir. Parfois il désobéit, il désobéit aux ordres qu'on lui donne. Il compromet parfois, même souvent, des situations militaires. Pire, comme il boude et qu'il n'a pas envie de respecter les décisions et la discipline de ses chefs, il rentre en France. Ça s'appelle la désertion. Mais sans aucun ordre, il abandonne son armée et il rentre en France. Il arrive à Paris. Napoléon dit, c'est pas d'ordre, retournez. Donc il retourne, Napoléon lui dit demi-tour, et donc là il fait rien du tout à Paris, il fait demi-tour direct, et il retourne en Espagne. En Espagne, ça recommence, mais il n'est pas le seul, tous les maréchaux se voient bien, roi du Portugal pour les uns, chef, au moins ça a commandé les autres maréchaux, il n'est pas le seul, mais lui quand même, il est très autonome. Et il revient, il arrive en Espagne, il se fâche avec Masséna, et évidemment, il en fait exactement comme l'année précédente, sans ordre, il abandonne son armée, il rentre en France. Et il arrive à Paris, et Napoléon là ne le renvoie pas, simplement parce qu'on va arriver sur 1812, et Napoléon a préparé son offensive sur la Russie, il a besoin de monde, donc il emmène le maréchal Ney. Mais oui, quand même, deux
de voix et désobéit à des ordres de gens qui, normalement, sont supérieurs, puisque Napoléon les a nommés à ce titre-là. Donc, Ney va participer à la campagne de Russie, il est évidemment à toutes les campagnes, toutes les batailles, Ostrovno, Krasnoïe. Alors, Krasnoïe, ça va être le même lieu que tout à l'heure, on en reparlera après, mais il y a déjà une bataille sur l'allée, à Krasnoïe. Il est à Smolensk, à Volodina-Gora. Là aussi, Volodina-Gora, c'est lui qui va s'emparer du plateau, et il est blessé mais au cou par une balle, ça lui arrive assez souvent d'être blessé, donc ça, on commence à en prendre l'habitude. Et surtout, il y a la Moskova. Les chars de cavalerie de Ney à la Moskova vont lui valoir par la suite le titre de prince de la Moskova en début 1813. On le voit, il y a une action importante dans cette campagne de Russie. Le voici, on l'a d'abord à Ney pour montrer un petit peu le buste, et montrer un petit peu tous les honneurs qui peuvent tomber sur cette tête du maréchal Ney. Il est à Moscou. Alors à Moscou, lui que l'on connaît bien comme étant un fonceur, comme quelqu'un qui veut se battre, il va au contraire, il va faire partie de ceux, il n'est pas le seul, il va faire partie de ceux qui vont conseiller à Napoléon de retraiter au plus vite. Vous savez que quand on est à Moscou, on a plusieurs options. D'abord, on souhaite avoir la paix avec le tsar, on s'est traité. Napoléon n'a pas voulu aller à Moscou. Il a simplement voulu faire plier le tsar, l'obligeant à revenir à l'Alliance française. Et donc il y a trois solutions, puisque le tsar ne veut pas la paix. Soit on retraite, soit on revient par, ce qu'on appelle pas de retraite, par les routes du Sud, par Kalouga, soit on va sur Saint-Pétersbourg pour aller, ou alors on reste, même quatrième solution, on reste sur Moscou pendant tout l'hiver. Retraiter, Napoléon ne veut pas. On ne retraite pas quand on a tout gagné. On n'a pas perdu une seule bataille. Aller rester à Moscou, c'est irréaliste. Je vous rappelle que les avions marchent très mal à cette époque-là. Donc si vous vous enfermez en octobre à Moscou, vous ne revenez pas en France avant le mois de mai. On imagine, si Napoléon était chef militaire, c'était faisable. Napoléon, il est aussi chef d'État, et on imagine quelque chose qui se passe. Je ne vais pas l'affaire Malais, hein, mais si on imagine un débarquement d'Anglais sur l'Ouest européen, une péninsule ibérique qui est en difficulté, si Napoléon n'est pas à Paris, ça ne marche pas. Et donc Napoléon dit on ne peut pas rester à Moscou. Troisième hypothèse, c'est d'aller sur Saint-Pétersbourg et occuper la vraie capitale russe. Certains le veulent. Bon, ça paraît pas très réaliste, donc on décide de prendre la route du Sud et ça ne marchera pas parce qu'on a peur que les Russes, même si on gagne à chaque fois contre eux, nous fassent perdre du monde et qu'on ait des morts. Vous oubliez ce que je vais dire tout de suite. Les morts, c'est pas grave. Je ne vais pas dire attention. Mais un blessé, c'est pire. Un blessé que vous laissez entre Moscou et Kalouga, c'est une horreur. C'est-à-dire que vous allez les laisser et ils vont être tués par les Russes qui nous suivent, ou ils vont essayer de suivre l'armée française, mais ils vont être un poids pour nous. Et donc Napoléon se dit on ne peut pas se battre tous les jours face aux Russes parce qu'on va perdre du monde, on va avoir des morts, et on va avoir des blessés qui mourront par la suite. Donc il dit on ne peut pas faire ça, on retraite. Et donc Ney fait partie de ceux qui disent à Napoléon il faut retraiter, il faut rentrer en France le plus vite possible. Donc on le voit, hein, ce maréchal Ney, c'est un fonceur, mais sur certains moments, alors peut-être qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, on est d'accord, mais peut-être qu'il n'est pas aussi, dans l'aspect stratégique, il n'est pas aussi résistant qu'on ne peut le penser. Donc on commence la retraite, on arrive à Vyazma, il y a une bataille à Vyazma, que les Français gagnent, mais Napoléon décide, pour protéger l'armée française qui est poursuivie par les Russes et par les Cosaques, Napoléon décide de mettre quelqu'un de sûr, le maréchal Ney en arrière-garde. Et donc, l'armée avance en direction du Dniepr, du Niemel, et ensuite de Vilnius, et puis ensuite pour retourner par Kaliningrad maintenant, donc Königsberg. Et Ney est en arrière-garde, arrive la bataille de Krasnoïe, même endroit qu'à l'aller. De toute façon, c'est les mêmes batailles. Hein. Vyazma, Krasnoïe, il faut vraiment suivre l'aller-retour, c'est quasiment les mêmes batailles. À Krasnoïe, les Russes craignent Napoléon. Parce qu'ils veulent bien se battre contre les Français, mais Napoléon à la garde impériale leur fait peur. Et donc ils décident de se cacher, de laisser passer Napoléon, de laisser passer la garde impériale, et une fois que la garde est passée, de s'immiscer, d'arriver entre la garde et le reste de l'armée. Et puis, voilà, on s'occupera, on va écraser l'armée française, et on s'occupera de la garde impériale de Napoléon par la suite. Donc c'est ce que font
Napoléon s'en aperçoit, il commence à barrer la route et puis à taper sur l'armée française. Napoléon s'en rend compte et donc fait retourner une partie de la jeune garde, en particulier les tirailleurs et les voltigeurs. Et donc il y a une grande bataille à Crache-Noyer, et en définitive, l'armée française passe. Parfois certains de la confusion, mais c'est vraiment une vraie bataille à Crache-Noyer. Tout le monde passe, sauf l'arrière-garde. L'arrière-garde est bloquée, les Russes se sont interposés, les Français sont passés, Eugène, tout le monde est passé, sauf l'arrière-garde, il reste net. Et il est d'une très très mauvaise situation. Il est au fond d'Ararin, donc la ville de Crache-Noyer est sur le haut. Les Russes ont installé leurs pièces d'artillerie sur toutes les hauteurs. La nuit commence à tomber. Donc les Russes disent c'est pas la peine de continuer à tirer, on les aura demain matin. Ils ne pourront pas franchir, il n'y a aucun moyen. Demain matin, petit jour, dès que le jour se lève, tac, on prend l'arrière-garde, c'en est fini. Puis après, on continuera sur les autres. Né tout seul, vraiment il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun espoir. Et il décide, il dit de toute façon demain matin, on se bat mais on perd. On réagira, on se battra jusqu'au dernier, mais on est sûr d'être vaincu. Et donc Ney décide d'abord d'allumer les bivouacs, de faire comme si on était là, d'abandonner tout ce qui nous gênera, les convois, les pièces d'artillerie. Et c'est le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui-ci, c'est Ney à Crache-Noyer, avec un fusil à la main. Chaque soldat amène de quoi le peu qui reste à manger, quelques cartouches, son fusil, enfin, ses armes, et on retrouve notre maréchal Ney de la Révolution comme chef de bande. Il dit voilà, on va s'enfuir dans la nuit sans bruit. On casse, il y a une petite rivière qui est là, on casse pour voir dans quel sens va coule l'eau, et il dit voilà, cette rivière, il n'est pas bête, mais je vous le dis, cette rivière se jette dans le Dniepr, donc il suffit de suivre le cours d'eau, on va passer par les bois, et on va arriver au Dniepr, on franchit le Dniepr, il dit, on franchira le Dniepr, il sera gelé. D'ailleurs, sur le tableau, il dit, mais et si le Dniepr n'est pas gelé? Et Ney dit, il le sera. Et donc il est vraiment très déterminé. D'abord, il n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Il n'a évidemment aucun équipage de pont avec lui. Et donc, alors là aussi, ils vont se battre. Il ne faut pas imaginer une promenade de santé dans les bois en cueillant une petite fraise. C'est vraiment des combats qui vont se faire durant toute cette retraite. Et donc, il va franchir le Dniepr. Il y a évidemment des combats, donc des morts, mais il va ramener toute sa petite troupe. Napoléon est désespéré. Napoléon, parce qu'on lui a annoncé, il pense avoir perdu le maréchal Ney. Pour lui, l'arrière-garde n'existe plus. Et ils ont été pris jusqu'au dernier. Il n'y a aucune solution autre. Et d'ailleurs, Napoléon, lorsqu'il va arriver à Orcha, va dire qu'il donnerait bien tout, il y a mort 300 millions, je donnerais bien les 300 millions d'or qui sont dans mon palais, dans les caves de mon palais, pour faire revenir le maréchal Ney. Bonne nouvelle pour Napoléon, Ney revient, ça lui coûte un centime. C'est vraiment lorsque Ney arrive avec toute son arrière-garde, enfin, tous les survivants, il y a une bonne partie. Quand Ney arrive à Orcha et qu'il rejoint Napoléon, c'est là qu'il devient extrêmement populaire dans l'armée. Il a réussi l'impossible. Il a réussi à ramener son armée, il a réussi à franchir les lignes, il a réussi à rejoindre Napoléon et à poursuivre le combat. Donc ça vraiment, c'est probablement dans toute sa carrière l'exploit le plus magnifique, le plus populaire qu'on puisse avoir. Et donc il va continuer par la suite. Ça c'est son exploit, mais vous savez, la campagne de Russie ne s'arrête pas là. Ney va être aux victoires de Lutzen, à Dresde. Il va l'envoyer reprendre Berlin. Il a maintenant un surnom qui est le brave des braves. Vous voyez que ça s'accumule sur lui, donc on va le nommer aussi, le titrer prince de la Moskova. Et alors il n'arrivera pas à reprendre Berlin. Il va se faire battre à Dönewitz, mais tout le monde s'est fait battre. Personne n'a réussi à reprendre Berlin. C'est en partie à cause de Napoléon, mais voilà, on envoie quand même le maréchal Ney pour cette mission. Il est après à Leipzig. Évidemment, il se bat à Leipzig en octobre 1813. Il est blessé de nouveau à l'épaule par un boulet, mais encore une fois, s'il fallait faire la liste de toutes ces blessures, on en a pour un moment. Et puis, voilà, on part sur le Rhin, arrive la campagne de France. Il est nommé à la tête de l'armée des Vosges. Depuis Nancy, on lui donne une mission, c'est de retarder l'avancée des coalisés, des Prussiens et des Russes, pendant un mois. C'est la seule mission qu'on lui confie. On lui dit voilà, vous n'avez pas beaucoup de troupes, mais moi, Napoléon, j'ai besoin de remonter mon armée, j'ai besoin d'arriver à la tête de mes troupes, et si vous tenez un mois, on gagne.
Ney arrive à Nancy, il fait l'état de ses troupes, et le lendemain, il rentre. On replie tout de suite parce qu'il se rend compte. Là aussi, on pourrait dire qu'il y a un manque de courage, qui n'obéit pas, mais on a l'habitude, qui n'obéit pas aux ordres de Napoléon, peut-être pas de tenir un mois, c'était ambitieux, là. Mais essayer au moins de résister. Il n'y aura quasiment aucune résistance de la part de Ney. La ville de Nancy va être ouverte, et puis il va se replier sur Toul, il va aller sur la Champagne et commence la campagne 1814. Donc là, il y a aussi une action qui n'est pas si évidente que ça. Autant on peut le glorifier pour Crache-Noyer, autant on peut dire que pour la campagne de France, ça commence mal pour lui. Il ne pouvait pas faire beaucoup plus, mais il aurait au moins pu tenter et il ne le fait pas. Il essaie de se reprendre après. Il va en particulier se battre à Montmirail, et là il aussi fait des exploits. C'est une alternance chez lui. C'est une fois il est abattu, il ne fait rien, et puis l'autre fois il fait tout ce qu'il peut, quitte à mourir. C'est le cas à Montmirail. À Montmirail, il veut entraîner ses troupes, il va descendre de cheval, il est à pied, et la baïonnette à la main, un petit peu comme il a fait là, et il va s'emparer avec quelques troupes qui sont autour de lui. Il va s'emparer de ce qu'on appelle la ferme des Grenaux, qui est une des clés de la victoire de Montmirail. Et tout le monde s'affole en disant, mais voilà, on ne peut pas faire ça, un maréchal ne peut pas s'exposer ainsi. Et à ceux qui craignent pour la vie, Ney va répondre, la mort ne frappe que ceux qui hésitent, regardez-moi, elle ne m'atteint pas. Ça c'est Ney, c'est le même Ney qui un mois avant, même pas un mois avant, disait on retraite, on ne peut rien faire. C'est le même Ney qui a la tête de quelques troupes est capable de faire des exploits comme ceux-là. Mais il est usé, il est fatigué, comme tous, pas que lui. Ce sont aussi des hommes qui, depuis leurs 20 ans, pour la plupart, ont combattu, qui ont accumulé les titres, qui ont accumulé les grades, qui ont accumulé les biens, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des hôtels particuliers, qui ont de l'argent, qui ont des rentes, mais qui n'en profitent jamais. Vous êtes prince, vous êtes duc, vous avez de l'argent, vous avez des châteaux, mais vous n'êtes jamais dans vos châteaux. Et donc ces gens-là sont un peu usés. Lui, il est prêt comme les autres, profiter de ses titres. Il est prêt à profiter de sa famille. C'est humain aussi, il ne faut pas le négliger. À la limite, ils ont quoi à gagner maintenant? Vous avez commencé comme simple hussard à 20 ans, vous arrivez maintenant, vous avez tout. Qu'est-ce que vous pouvez gagner plus? Vous êtes maréchal, vous êtes duc, vous êtes prince, vous avez de l'argent, vous ne pouvez que perdre. Et c'est vrai qu'en 1812-1813, il y a eu une perte assez conséquente parmi les généraux, parmi les maréchaux. Messire, par exemple, Poniatowski. Donc chacun peut dire le prochain, c'est moi. Je risque, moi maréchal Ney, de mourir d'une balle, de mourir dans une charge. Donc ces gens-là, et Ney en est un des principaux animateurs. Ces gens-là n'aspirent qu'à une chose, c'est à la paix. Encore une fois, c'est un phénomène bien humain. Et Paris est pris le 30 mars 1814 par les coalisés. Nous sommes à Fontainebleau. Napoléon ne s'en trouve pas vaincu. Il considère, ce qui est vrai, qu'il a une armée. Et que si on le laisse faire avec l'armée qu'il a à Fontainebleau, il peut écraser les Alliés sur Paris, sous Paris. Il pense que l'on peut même, c'était même une erreur des coalisés, de prendre la capitale. Et donc il estime que lui, il a encore des ressources, qu'il peut, en remontant, récupérer les garnisons dans les principales villes, les villes assiégées, on peut refaire une armée et se battre. Il y a encore quand même au moins 30 000 hommes avec lui. Simplement, il a les maréchaux. Et les maréchaux abandonnent Napoléon. Et parmi les premiers, c'est le maréchal Ney. Donc, les maréchaux, et Ney en premier, vont venir demander à l'empereur d'abdiquer. Vous imaginez un maréchal de l'Empire qui, depuis 10 ans, accompagne son empereur, qui doit tout, qui doit grande partie en tout cas à son empereur, et Ney va arriver et va déclarer à Napoléon, imaginez quand même, c'est Napoléon, même si c'est à Napoléon en 1814, déclinant en partie, il va déclarer à Napoléon que le Sénat a voté sa déchéance et a désigné un gouvernement provisoire. Napoléon, vous imaginez quand même un maréchal dire ça, et Napoléon va lui dire, le Sénat n'a pas de pouvoir. Quant aux Alliés, je vais les écraser sous Paris. Et Ney, alors là aussi, réplique d'un maréchal de l'empereur, Ney réplique, l'armée ne marchera pas. L'armée obéira, dit Napoléon, et Ney lui dit, l'armée obéira à ses chefs. Vous imaginez un maréchal qui dit à Napoléon, l'armée obéira à ses chefs, c'est-à-dire aux maréchaux, aux généraux, et pas à l'empereur. Cette répartie jette un froid glacial à Fontainebleau. Les maréchaux approuvent Ney, c'est lui quand même qui est des porte-parole, tous ces gens-là.
et il demande l'abdication de l'empereur. L'empereur s'exécute, il prend un papier, il écrit quelques lignes, il signe, il rend le papier à Ney, et sur cette feuille, il annonce qu'il renonce à ses droits sur le trône de France. En une conversation, Ney a fait chuter l'Empire. Alors, j'exagère quand je dis ça, il y a un contexte derrière. Mais quand même, Ney peut se considérer lui-même comme étant celui qui a fait abdiquer Napoléon. C'est pas l'acte de déchéance par le Sénat, c'est même pas une défaite militaire, c'est la pression des maréchaux, dont Ney, qui est le porte-parole, qui fait abdiquer Napoléon. Il y aurait probablement pas eu d'autre issue s'il n'avait rien dit. Quand même, c'est lui qui, physiquement, concrètement, amène Napoléon, et c'est important pour le dernier épisode qu'on va évoquer, c'est quand même lui qui fait abdiquer Napoléon. Donc Napoléon quitte, s'en va sur l'Indel, Ney se rallie tout de suite au nouveau pouvoir. Pas d'état d'âme, malgré tous ses brillants états de service, pas d'état d'âme. Il est nommé pair de France, il est chevalier de Saint-Louis, commandant chef de la gendarmerie, de la cavalerie, gouverneur de la 6e division militaire installée à Besançon. Voilà, il poursuit sa carrière sans aucune difficulté. Ceci dit, il n'est pas satisfait du gouvernement. Le gouvernement ne lui plaît pas. Enfin, on n'est jamais content de notre gouvernement. De toute façon, vous voyez qu'on est resté pareil, 2 siècles après. Mais, il a bien raison. Mais, c'est pas. En fait, il y a plein de petites choses qui embêtent Ney. C'est le retour de ces anciens émigrés. C'est ces gens-là qui n'ont pas combattu et qui ont des postes. C'est les moqueries. Et ça va beaucoup toucher. Les moqueries contre son épouse. Parmi les duchesses et princesses qui reviennent, voilà, qui considèrent que voilà, ce sont des parvenus. Mais à la limite, il ne se offusque pas. C'est pas grave. Il a connu pire. Mais il n'est pas quand sa femme rentre en pleurant parce qu'elle s'est fait presque insulter à la cour royale. Donc Ney s'est rallié, mais voilà, puis n'oublie pas que c'est quand même un enfant de la Révolution. Il est souvent en exil quand même, il retrouve ses propriétés, il essaie de jouer un petit peu de ses biens, mais voilà, c'est pas le grand amour avec Louis XVIII. Et puis on apprend que Napoléon a débarqué à Golfe-Juan avec une petite troupe. Il l'apprend bizarrement d'ailleurs, lui. Il est revenu à Paris voir son notaire, comme souvent, il fait un passage à Paris pour rien. Et puis on lui apprend, il va chez son notaire, et le notaire lui dit vous en pensez quoi? Vous pensez quoi de quoi? L'information ne va pas aussi rapidement à l'époque. Et son notaire dit mais Napoléon a débarqué. Mais il ne sait pas quoi faire. Donc il va tout de suite demander une audience, ce qui n'est pas si facile que ça à obtenir. Il arrive devant le roi Louis XVIII, et puis parce qu'il veut d'abord voir le ministre de la Guerre, qui est Soult, mais les rapports entre Soult et Ney, c'est pas terrible, donc Ney lui dit Soult lui dit non, rentrez chez vous, on vous a donné un ordre, c'est d'aller à Besançon, là où votre division militaire, c'est tout. N'allez pas voir le roi, vous prenez vos ordres, c'est tout. Ney veut voir le roi, et c'est là aussi qu'il va pouvoir dire à Louis XVIII qui va, lui va se battre contre Napoléon et qui va le ramener dans une cage en fer. Parole de trop probablement parce que Louis XVIII lui dira on ne lui demandait pas tant et il le fera pas. Et donc Ney est tiraillé quand même. D'abord il est fidèle au roi, il est fidèle au roi comme il était fidèle à l'empereur. Disons on lui donne un ordre, le pouvoir lui donne un ordre, c'est d'arrêter Bonaparte. C'est de prendre les troupes qu'il a à Besançon pour aller empêcher la montée de Bonaparte sur Paris. J'ai appelé Bonaparte exprès, comme on peut le dire à l'époque, voire Bonaparte. Ney est très tiraillé, parce que quand même se battre contre Napoléon, puis il dit quand même, ça va peut-être mal se passer. Admettons que Napoléon revienne à Paris, il doit quand même pas oublier que c'est à cause de moi s'il a abdiqué. C'est quand même moi le premier à avoir prononcé mon abdication. C'est moi qui l'ai un petit peu poussé à Fontainebleau. Donc voilà, je préfère ne pas penser à ça. Très tiraillé, il arrive à Besançon, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de troupes avec lui, mais quand vous avez 6000 hommes et que l'autre en a 800, logiquement ça peut se faire. Mais il se rend bien compte aussi qu'on lui envoie des émissaires. Il reçoit du monde, en particulier à Lons-le-Saunier. On lui dit qu'il faut rallier Napoléon, il n'y a pas le choix, si vous ne le faites pas, c'est la guerre civile. De toute façon, Napoléon, pour l'instant, pourquoi est-ce que c'est vous Ney qu'il a arrêté à Lons-le-Saunier, alors que jusqu'à présent, personne ne s'est mis devant lui. À chaque fois qu'il y avait une troupe qui venait, elle se ralliait à Napoléon. Donc, faites pareil. Ney a beaucoup de mal. Ney, vraiment, il
n'était pas à l'aise, hein, il ne sait pas vraiment quoi faire. Il hésite beaucoup. Nous sommes à Mont-Saunier. Il est le seul qui peut faire, qui peut arrêter Napoléon. Les autres n'ont pas fait avant, même MacDonald, même le futur Charles X, ces gens-là n'ont pas réussi. Mais il ne reste plus que les 6000 soldats de Ney réfléchit, reçoit les émissaires de Mont-Saunier pendant la nuit. Il rassemble tout son monde, nous sommes le 14 mars 1815, et Ney rassemble toutes ses troupes sur la place de la ville et leur lit une proclamation. Les soldats, les officiers, même ceux de son état-major, même les plus proches, ne savent pas ce que va dire le maréchal Ney. On va l'accuser après, par la suite, de ne pas avoir écrit cet ordre, d'avoir simplement lu. Bon, c'était un ordre, un discours qui était écrit par Napoléon et qu'il a fait que simplement le lire, mais il y a des choses quand même qui lui appartiennent. Je vous lis cette proclamation, rapidement. Officiers, sous-officiers, soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. Donc là, dès la première ligne, on comprend. La dynastie légitime que la nation française a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient seul de régner sur le beau pays. Que la noblesse des Bourbons prenne le parti de s'expatrier, ou qu'elle consente à vivre au milieu de nous, que nous importe. La cause sacrée de la liberté et de notre indépendance ne souffrira plus de leur funeste influence. Ils ont voulu avilir notre gloire militaire, mais ils se sont trompés. Cette gloire est le fruit de notre nobles travaux pour que nous puissions jamais en perdre de souvenir. Soldats, les temps ne sont plus où l'on gouvernait, les peuples en étouffant tous leurs droits. La liberté triomphe enfin, et Napoléon, notre auguste empereur, va l'affermir à jamais. Que désormais, cette cause si belle soit la nôtre et celle de tous les Français. Que tous les braves que j'ai l'honneur de commander se pénètrent de cette grande vérité. Soldats, je vous ai mené à la victoire. Maintenant, je veux vous conduire à cette phalange immortelle que l'empereur Napoléon conduit à Paris, et qui s'y sera sous peu de jours. Là, nos espérances et notre bonheur seront à jamais réalisés, et il finit par vivre l'empereur. Ce discours fait un tel écho pour les soldats, parce qu'encore une fois, c'est ça qu'ils attendaient. Ils ont tous leur cocarde tricolore dans le shako ou dans leur giberne. Ils ont tous envie d'enlever leur cocarde blanche. Ce discours de Ney va les galvaniser, et évidemment, tout de suite, c'est un esprit patriotique, une liesse populaire autour du maréchal Ney, on le voit dans cette gravure. 4 jours plus tard, Ney et Napoléon se retrouvent à Auxerre. C'est difficile pour Ney, hein. Il craint, il disait, de toute façon maintenant il a accusé ses cartouches. Hein. Si Louis XVIII l'emporte, il est mort. Si Napoléon l'emporte, pour lui il craint. Il craint parce qu'il dit, Napoléon va se souvenir de Fontainebleau. Et donc ça se passe bien parce que d'abord nous sommes à Auxerre, que Napoléon ne peut pas refuser quelqu'un qui doit 26 000 hommes et qui est maréchal de l'Empire. Et puis ça se passe, c'est un peu le hasard des choses, ça se passe à la préfecture, or le préfet de Lyon est le beau-frère du maréchal Ney. Donc ça a un petit peu aplani les choses. Et donc les deux vont se congratuler comme on le voit ici. Voilà, donc la rencontre entre Napoléon et le maréchal Ney à Auxerre. Donc je vous avais dit, vous avez trouvé tout à l'heure, donc maintenant on fait pire. Le serment de Ney, qui dit dans la petite légende, je jure que ça sent la violette, puisque la violette est le symbole des bonapartistes en 1815, hein, il reviendra quand les violettes refleuriront. Voilà, donc on voit notre Ney qui, de nouveau, fait serment à l'empereur. Mais il pense que c'est fini. Pour lui, il n'a pas réussi à le ramener dans une cage en fer, mais voilà, c'est fini. Pour lui, il se voit mal reprendre un combat, enfin, pour lui, ça s'arrête là. Ney ne dépend rien sur ce qu'il arrive à Paris. On va lui donner comme fonction d'inspecter les places fortes du Nord, ce qu'il doit faire. Et une fois qu'il inspecte les places fortes, il envoie son rapport et il rentre chez lui. Il ne repasse pas par Paris, il ne demande rien, il ne demande pas de commandement. Et donc Napoléon entame la campagne de 1815, la campagne de Belgique, et se rend compte que Ney n'est pas là. On l'expédie, on va le chercher, et Ney arrive à l'armée, juste à la frontière belge, en civil, sans cheval de combat. On l'équipe tout de suite, on le rhabille, il dit mais non, là vous êtes à la tête, vous êtes un maréchal, vous êtes à la tête d'un corps d'armée, donc la campagne commence, il commande deux premiers corps d'armée, on lui ordonne d'occuper les 4 bras. C'est pas le Ney de la Moscova, c'est pas le Ney d'Elchingen. Il garde du temps, il ne sait pas trop quoi faire. Enfin, quand il arrive, c'est d'occuper. Enfin,
voilà, il manque d'exigence avec lui-même, il manque d'hardiesse. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Donc on peut cocher déjà son action au 4 bras, cette hésitation fait perdre du temps inutile. Pendant ce temps-là, Napoléon, lui, se combat à Ligny, il combat les Prussiens. Napoléon combat les Prussiens et arrive à vaincre les Prussiens à Ligny, mais il a besoin d'une partie du corps du maréchal Ney pour envelopper et pour empêcher la retraite. Imaginez, histoire fiction, imaginez. Il a besoin d'une partie des troupes de Ney, de cavalerie, pour envelopper le corps de Prussiens et éviter cette retraite prussienne. Et donc il demande au corps de Drouet d'Erlon, qui appartient au corps du maréchal Ney, de venir l'aider. Il ne veut pas. Drouet d'Erlon appartient, je rappelle Drouet d'Erlon. Et donc durant cette journée du 16 juin 1815, on a une troupe de cavalerie de Drouet d'Erlon qui ne combat ni à 4 bras, pas de chocolat, ni à Ligny. Et donc il ne sert à rien, mais qui s'épuise dans la journée à faire des allers-retours parce que Ney ne comprend pas la tactique et la stratégie de Napoléon. Donc un, il épuise une troupe pour rien, et deux, il empêche la victoire totale des Français à Ligny. On gagne, mais une grande partie des troupes prussiennes s'en vont. Et c'est là on va les revoir revenir 2 jours après à Waterloo. Alors après, il n'y a pas que lui qui fait des erreurs, Napoléon fait. Il n'en pas une troupe tout de suite non plus, on l'a failli. Ok, Napoléon fait des erreurs, mais Ney quand même 2 fois coupable dans cette journée du 16 juin. Et puis enfin, Waterloo, là, vous avez une belle charge, on le voit, on le reconnaît bien, notre rougeau, on a une belle charge du maréchal Ney à Waterloo, il combat, ça c'est une évidence. Simplement, c'est là aussi où on va dire c'est une tête vide. Il fonce avec ses troupes, avec ses cavaliers, mais trop tôt, mal, pas au bon endroit. D'habitude, on voit quand même. Alors, il n'est pas tout seul à faire des bêtises, on envoie une artillerie, et puis après, une fois que les gens en face sont épuisés, on envoie la cavalerie. Lui, il part comme ça. Il part dans des endroits où il n'y a pas eu encore de combat, donc où les troupes anglaises sont encore en état. C'est pas ça qu'on fait d'habitude. Voilà, enfin, il n'emmène pas d'infanterie avec lui. Parce que pour occuper le terrain, c'est pas un cavalier qui le fait. Voilà, il fait plein d'erreurs. On va pas. Voilà, on s'occupe pas des canonniers. Enfin, c'est vraiment des choses très compliquées. Entre 2 charges, les canonniers anglais reviennent et reprennent leurs pièces, ils sont en état. Enfin, encore une fois, c'est un bon fonceur, c'est ce qu'on voit là. C'est un bon, il charge, mais sans efficacité. On va lui reprocher, il a envie de mourir. Hein. À Waterloo, ça se sent très bien, il fait des charges totalement d'abord. Sans aucune efficacité, mais on le sent, il a envie de mourir, lui d'ailleurs. Hein. Venez voir comment meurt un maréchal de France. Malheureusement pour lui, il ne meurt pas. Dans cette journée, il a 5 chevaux qui meurent sous lui, hein, ce qui est pas mal. Donc, d'évidence, il cherche la mort l'épargne, et Waterloo annonce la débâcle, et pour lui aussi. Il va encore faire des erreurs. Le 22 juin, il est revenu, il est pair de France, donc il revient à Paris, il siège à la Chambre des pairs. Et là, il est extrêmement défaitiste. Il est pessimiste. Alors, il y a de collègues, hein, il était à Waterloo. Mais certains, le ministre de l'Intérieur, il y avait un ministre de l'Intérieur à l'époque, hein. Il y a des périodes où on ne sait plus trop si on est ministre. Là, il y en a rien. Le ministre de l'Intérieur, Lazare Carnot, fait un discours très offensif, en disant qu'il faut se battre, que c'est pas fini, que Waterloo est une simple bataille, qu'on a des ressources, ce qui est vrai. Et dans son discours, on montre exactement l'inverse. C'est fini, il faut arrêter, il faut faire la paix. On n'a plus d'espoir, il n'y a plus de. Voilà, il y a vraiment, enfin, tout le discours de Ney enfonce une nouvelle fois Napoléon. Comme en 1814, le discours du maréchal Ney à la Chambre des pairs favorise l'abdication de Napoléon. Encore une fois, il n'est pas seul, hein, il y a un contexte. Mais il favorise la chute de Napoléon, l'abdication et le retour des Bourbons. Maintenant, la position de Ney est très malaisée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, du côté de Napoléon, c'est fini. Hein. Chez les bonapartistes, en 1815, Ney, c'est la bête noire. 2 fois de suite, quand même, il annonce l'abdication de l'empereur. Du côté des royalistes, on n'en parle pas. Il a quand même rallié Napoléon le 14 mars 1815. Donc il est mal vu partout. Mais vraiment, absolument partout. Il sait que de toute façon, quel que soit le pouvoir, il risque d'avoir des difficultés. Donc il quitte Paris avec un passeport que lui a donné Fouché. Fouché donne beaucoup de passeports pour que voilà, les gens quittent Paris ne soient pas une gêne pour lui. Il ne sait pas où aller, il voudrait passer en Suisse, il n'y arrive pas. Il pense se faire un petit peu oublier en Auvergne. Il arrive, il va se cacher dans le château d'une de ses cousines par alliance, le château de Bessonny, dans le Lot. Et probablement qu'il aurait été dénoncé, Ney est arrêté par les gendarmes. Donc on va l'emmener, on va le conduire à Paris. Là aussi, il
les gendarmes sont sur commande, donc durant le trajet entre Aurillac et Paris, on lui dit on regarde peut-être en l'air de temps en temps. Peut-être que si vraiment vous partiez, peut-être qu'on ne vous verrait pas. Alors on lui fait comprendre que c'est embêtant quand même de ramener un maréchal comme ça prisonnier, donc on pourrait fermer les yeux. Non, mais se dit je suis arrêté, donc je veux être non pas condamné, mais au moins jugé. Et donc nous sommes en 1815, c'est le moment de la Terreur blanche. Le gouvernement veut faire juger Ney par le Conseil de guerre qui est présidé par le doyen des maréchaux, le maréchal Ney. Maréchal Moncey, pardon, qui est celui qui avait commandé la gendarmerie impériale. Moncey refuse. Moncey va faire une lettre extraordinaire disant qu'on ne peut pas condamner un maréchal de l'Empire. La lettre est extraordinaire et reproduite souvent, et vraiment c'est vraiment un boulot contre le pouvoir. Donc Moncey ne va pas briser le Conseil de guerre. On condamne Moncey à 3 mois de prison pour avoir refusé de briser le Conseil de guerre, et puis on a écrit cette lettre. Pour la petite histoire, Moncey il est condamné à faire 3 mois au Fort de Ham, qui ensuite sera la prison du futur Napoléon III. Il arrive à la prison qui n'existe plus maintenant, mais qui est tenue par les Prussiens. Le commandant prussien dit, moi je refuse, moi je veux pas emprisonner un maréchal français, je ne vous veux pas dans ma prison. Et donc Moncey dit, puisque c'est ça, j'ai été condamné à 3 mois, vous ne voulez pas me faire entrer dans la prison, je loue une chambre de l'auberge en face, sur mes propres déliés, et je le considère prisonnier. Et donc il va rester un petit moment. On dit que la musique de l'armée prussienne venait tous les soirs jouer l'aubade sous les fenêtres du maréchal de Moncey. Puis le gouvernement royal commence à dire c'est un peu bête, là, on va se demander ridicule. Donc voilà, on a dit à Moncey, rentre chez toi, c'est bon, c'est fini. Vous voyez, le Conseil de guerre, peut-être qu'il aurait été, quand on voit le président du Conseil de guerre, peut-être qu'il aurait été très clément. Donc l'avocat de Ney dit on ne va pas passer par le Conseil de guerre. Vous étiez pair de France à l'époque, donc le jugement doit se faire par ce qui est une très grave erreur. Parce que le Conseil de guerre aura peut-être du mal à condamner Ney. Mais on va passer par la Chambre des pairs. Or, la Chambre des pairs en 1815 est peuplée de royalistes, peuplée de gens qui en veulent le maréchal Ney. Et donc il y a un vrai procès contre le maréchal Ney. Les débats sont violents, l'accusation est terrible. Et donc il est condamné à mort par 139. Dans le 139, il y a 5 maréchaux d'Empire quand même. Je ne les dénoncerai pas par pure charité, mais il y a quand même 5 maréchaux d'Empire, 5 collègues de Ney qui foutent la mort. Et il y a simplement 5 abstentions et un coupable, le duc de Broglie. Donc on le voit, c'est une condamnation extrêmement forte. Puis il y avait cette déportation aussi. On voit, c'est vraiment une extrême majorité. Et donc l'exécution est prévue pour le 7 décembre 1815 au matin. On le réveille, il s'en va, il se met en habit civil, il n'est pas en maréchal d'Empire, on le voit d'ailleurs ici. Le cortège se rend au carrefour de l'Observatoire. Courageux, il refuse qu'on lui bande les yeux. Il commence, le bouton d'exécution s'installe, il commence un petit discours. Ignorez-vous que depuis 25 ans, j'ai l'habitude de regarder en face les pâles et les poulets français. Je proteste contre mon jugement, mot d'honneur, et on n'aura jamais la fin. Les coups de feu, le peloton a tiré, Ney tombe, raide mort. Donc l'exécution, il y a pas mal de gravures sur l'exécution du maréchal Ney. Le lendemain, sa dépouille est inhumée au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, donc c'est la fin de Maréchal d'Empire. Ma conférence devrait s'arrêter là, parce qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus grand-chose après. En tout cas, je ne vais pas entrer dans les questions philosophiques, mais il n'y a plus rien en termes de carrière militaire ou civile. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que pour certains, la mort de Ney reste un mystère. Certains diront, mais on ne peut pas fusiller un maréchal de France, il y a quand même quelque chose. On dira, voilà, c'était un simulacre. Il fallait que le pouvoir royal fasse un exemple, mais quand même, c'était Ney. Certains disent qu'il y a eu des amitiés francs-maçons qui, au dernier moment, ont fait échapper le maréchal Ney, qu'on a tiré à blanc. Non, c'est pas le cas déjà. Et puis voilà, comme c'est pas la fin, il y a un modeste instituteur aux États-Unis qui dira par la suite qu'il était le maréchal Ney, qui s'appelait Peter Stuart Ney. Peter, comme le père, Pierre, le père du maréchal Ney, et il enseignait le français, l'allemand, les mathématiques. L'allemand, aucun problème, Ney, on sait parler très bien l'allemand. On sait aussi qu'en 1821, lorsqu'il apprend la mort de l'empereur, il s'évanouit, il aurait même tenté de se suicider. C'est pas une preuve que c'est le maréchal, mais il y a beaucoup d'autres anciens grognards
ou bonapartistes ont eu les mêmes réflexes, ont pleuré, ont manifesté leur tristesse. Et aujourd'hui encore, dans le cimetière, d'un petit cimetière dans le comté de Rowan, on peut voir la tombe de ce Peter Stuart Ney, avec une inscription en anglais, que je vous traduis, parce que mon anglais est extrêmement bon, et puis mon texte est écrit surtout là-dessus. À la mémoire de Peter Stuart Ney, né en France, soldat de la Révolution française sous Napoléon Bonaparte, qui quitta ce monde le 15 novembre 1846, âgé de 77 ans, et ça fait, il est aussi en 1969, comme le maréchal Ney, pourquoi pas. Et donc, malgré l'invraisemblance, parce que je ne suis pas partisan de cette thèse, pour moi, Ney est mort le 7 décembre 1815, tout simplement, tout naturellement, si on peut dire naturellement pour l'exécution, mais il y a quand même une légende qui court, comme quoi Ney se serait échappé, et puis aurait refait une vie en 1815. Pour moi, encore une fois, la réalité est beaucoup plus simple. Ney a été exécuté pour avoir rallié Napoléon le retour de l'île d'Elbe. Donc si vous avez des questions, évidemment, je vous remercie déjà, et n'hésitez pas.